de suite, rencontre avec Michel Onfray, philosophe hédoniste et volontiers partageur. C'est quoi une vie philosophique, Michel? C'est la preuve du philosophe, je dirais. C'est la preuve du philosophe, la vie philosophique. Je crois qu'il y a des traditions philosophiques qu'on dit théorétiques, c'est-à-dire qui s'occupent de théorie pure, de théorie pour la théorie. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, par exemple? Genre de questions vaines, à mes yeux. Enfin, on peut passer sa vie entière sur ce genre de questions et se faire plaisir, mais je préfère les mathématiques. S'il faut vraiment faire des choses qui supposent le plaisir pré-abstraction pure. Je préfère la philosophie pratique, moi, qui suppose que d'un côté on a effectivement une théorie, une pensée, mais de l'autre côté on a une vie, et la théorie doit produire des effets dans la vie. Donc la vie philosophique, c'est l'occasion d'incarner les idées qu'on défend par ailleurs. C'est l'occasion de dire j'ai une théorie, mais cette théorie est valable parce que la pratique la valide. Michel Onfray est né ici, dans ce pays de l'Orne, qu'il ne quitterait pour rien au monde. Philosophe de l'immanence qui veut jouir de la vie telle qu'elle est, il tente, à sa manière, de conjurer nos temps mélancoliques. Dans sa maison à Chambois, il s'est prêté bien volontiers à un jeu de cartes particulier, à la fois existentiel et philosophique. J'ai l'impression d'être le général de Gaulle. Il faisait ses réussites tous les soirs. C'est pas bon signe parce que c'était l'époque de la faim, c'était... J'ai jamais fait de réussite. On va réussir, cette réussite. Mélancolie. Loyauté. Amitié. Une dernière. Pour la route. Et vie. À quoi nous ajoutons Spinoza. C'est la vie son grand problème à Spinoza. C'est la vie, c'est la béatitude, c'est... comment peut-on vivre heureux dans un monde où la nécessité est absolue? On n'a pas le choix, la liberté n'existe pas, le libre arbitre est une fiction. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Il nous dit avoir conscience de ce qu'est le réel, d'une part, et ensuite consentir à ce réel, le vouloir. C'est une occasion, me semble-t-il, le spinozisme de conjurer la mélancolie. Passion triste, nous dirait Spinoza. Donc je trouve qu'une philosophie, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord une pensée existentielle qui conjure la mélancolie. L'amitié fait partie des remèdes aux passions tristes. Spinoza nous invite à l'amitié à l'endroit du monde. Il nous invite à aimer le monde, le réel, la nature. Deus sive natura, comme on dit, c'est-à-dire Dieu ou la nature, dit Spinoza, c'est-à-dire là où vous lisez Dieu, mettez la nature, là où vous lisez nature, mettez Dieu, ce sera exactement la même chose, nous dit-il. Moi, j'ajouterais alors pourquoi Dieu? Était-ce bien utile de sauver ce vieux concept, fatigué? Il nous dit, Spinoza, il faut aimer la vie, il faut aimer la nature.
Je suis né ici, j'ai vécu ici, j'ai eu mon enfance ici. Et à 1 minute d'ici, il y avait la rivière où je me suis baigné. Tout à côté, il y a un petit bout de forêt où j'allais faire mes balades, où j'ai fait mes premiers baisers volés aux Parisiennes qui venaient là en vacances et qui étaient convoitées par tous les garçons du village. J'ai fait du vélo en traversant le village 500 fois, 1000 fois. J'allais à l'école à pied. Et c'était mon village. La petite enfance qui a été la mienne a été heureuse. J'ai des souvenirs justement virgiliens, c'est-à-dire d'abeilles, de guêpes, de scarabées, de rivières, d'herbes mâchées, de boutons d'or, etc. C'est un cadeau que m'ont fait des amis pour mes 49 ans. Et ils avaient vu avec mes parents comment obtenir un certain nombre de photos, dont la première, fort sexy au demeurant, et la suivante. Michel Onfray, né le 1er janvier 1959, en même temps que le nouveau franc et en même temps que l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à Cuba. Donc voilà, me voilà sur une peau de mouton comme on le faisait probablement à l'époque. J'ai proposé de poser exactement de la même manière sur une peau de mouton aujourd'hui, mais enfin ça n'a pas été accepté. Donc autrement, je me serais volontiers plié à l'exercice. Et puis j'ai découvert des lieux qui étaient les lieux qui n'existent plus, bien sûr. Il y avait une petite pièce de 17 mètres carrés dans laquelle nous vivions au quotidien. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilettes dans la maison, il y avait des toilettes dans la cave, il fallait sortir de la maison pour aller aux toilettes la nuit. Il y avait une pièce à l'étage qui était aussi de 17 mètres carrés dans laquelle nous vivions à 4, enfin mon frère, mes parents et moi. Cette cuisine, c'était l'endroit où on prenait des bains. Et que quand mon père se lavait, évidemment, c'était... Nous, on allait dans le garage. On n'allait pas voir le corps du père. On avait déjà vu ça avec la mythologie. Ce sont des ravages que de voir le corps nu de son père quand on est un petit garçon. Là, sur les genoux de mon papa, c'est un vieux monsieur de 88 ans qui fait encore son jardin, superbement. Il m'a donné des leçons de philosophie en faisant son jardin. Non pas en faisant des leçons de philosophie, mais en faisant bien son travail de jardinier. Il y avait un jardin ouvrier dans lequel mon père avait le sien. Et mon père, c'était toujours propre, c'était toujours net, c'était toujours clair. C'est-à-dire qu'il fait les choses, il les fait bien, il faut les faire, il faut consentir à l'ordre du monde. C'est un virgilien qui n'a pas lu Virgile, mon père. C'est un spinoziste qui n'a pas lu Spinoza. Et je tâche d'être fidèle à mon enfance, à ma jeunesse, à mes colères d'adolescent, parce que c'était une promesse que je m'étais faite. Et puis j'essaie de la tenir, quoi. Donc voilà, le lieu est adéquat, pour le dire dans un terme de Spinoza. Le lieu est adéquat pour entretenir la colère de l'enfance et de l'adolescence chez l'adulte que je suis devenu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Destin, humain, cuisine. Oh, on va mettre cuisine et destin et humain quand même. Si destin il y a, on est fait pour quelque chose. Et il faut consentir à ce pourquoi on est fait, devenir ça, ce que l'on est. Et à ce moment-là, il y a une espèce de jubilation à consentir à ce pourquoi on est fait. Alors, le destin, c'est ça. Pour moi, il existe. En même temps, il n'est pas écrit. Donc, il faut apprendre à s'apprivoiser, à s'aimer, à consentir à son destin. Donc, justement, la formule nietzschéenne, elle est assez heureuse. Amor fati, aime ton destin. Et la volonté de puissance devient une volonté de jouissance. Le consentement à la volonté de puissance devient une volonté de jouissance. Je suis mort à l'âge de 10 ans, une belle après-midi d'automne, dans une lumière qui donne envie de l'éternité. Je fus donc conduit en septembre 1969 dans cet orphelinat qui se nomme Giel, un mélange de gel et de fiel. Ma mère a été abandonnée à l'assistance publique et donc a été placée dans une série de maisons où on l'a frappée, où on l'a maltraitée, où on l'exploitait, où des gens prenaient des enfants de l'assistance publique non pas pour leur donner de l'amour, de la tendresse ou de l'affection, mais pour avoir du personnel à bon marché. Donc elle a été humiliée une bonne partie de son existence. Elle était pas bien dans sa vie, elle était malheureuse, toujours est-il que je me suis retrouvé dans une école qui était un orphelinat et que je me suis trouvé placé dans un orphelinat à l'âge de 10 ans avec une ambiance d'enfer. Vexations diverses et multiples, haine de l'intelligence. Mais cette expérience a été assez déterminante pour moi parce que 4 années de souffrance, de brutalité, de crasse
crasse, il y avait vraiment la haine du corps. On prenait une douche par semaine. Et on faisait du sport tous les jours. Donc on sent mauvais, c'est dégoûtant, c'est la crasse qui est entretenue comme telle. La douche, il ne faut pas y trouver de plaisir. C'est-à-dire, c'était 2 minutes sous la douche. Et on était en slip avec une serviette sous le bras, à la queue leu, en train d'attendre son tour. Il y avait des portes battantes qui permettaient à certains curés d'aller voir les petits garçons tout nus. Et puis on douche, hop, savonnez-vous, la douche. Et puis on disait sortez de la douche. Et alors il fallait sortir de la douche. Et les gens qui auraient voulu jouir un peu de l'eau chaude 30 secondes, eh bien se retrouvaient brûlés parce que le curé mettait l'eau bouillante. Et donc, les livres ont été pour moi un refuge. C'est-à-dire qu'il y avait une bibliothèque déglinguée, il y avait tout et le contraire de tout, beaucoup de mauvais livres. Et mon coup de foudre, ça a été Le vieil homme et la mer d'Hemingway. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé sur la mer, quoi. J'étais dans un dortoir de 130 gamins. 130 gamins, ça fait 260 chaussettes, ça fait 130 slips, ça sent mauvais, etc. Et là, on ouvre ça et ça sent les embruns, la mer. Mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça. On ouvre, c'est parti. On quitte l'enfer avec un livre. Et là, j'ai acheté, lu. Je crois que je ramenais des choses, j'ai changé. Enfin, il se passait des choses comme ça aussi. Puis là, je suis tombé sur Nietzsche, Marx, Freud. Entre autres, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais le monde s'ouvre en deux, quoi. Et à partir de ce moment-là, les idées sont devenues mes compagnons. Vanité. Vanité, éphémère, musique. Je crois que c'est Nietzsche. Alors Nietzsche et la musique, hein, ça marche, évidemment. J'aurais bien aimé pouvoir être musicien. Nietzsche vivait ça, vraiment viscéralement. C'est-à-dire que quand il écrivait de la musique, il avait envie d'être musicien. Il a continué à composer toute son existence, mais son œuvre est une œuvre musicale. Sa prose est une prose musicale. Ainsi parlait Zarathustra, c'est un immense opéra. C'est une œuvre magnifique. Donc, la musique, indispensable, me semble-t-il, pour écrire et pour penser. Je me souviens d'une phrase que j'avais dite, je trouvais un peu, peut-être vaniteuse, à la bibliothécaire d'Argentan quand j'étais adolescent, et j'étais au lycée, et que j'allais à la bibliothèque. À l'époque, je parlais d'écriture, et je me disais, mais si je devais écrire un jour, j'aimerais écrire comme Bach. 17 ans, c'est l'année de mon bac, c'est l'année de la philo, c'est l'année où je rentre à l'université et où je découvre Lucrèce et la philosophie antique. C'est donc un moment pour moi cardinal dans l'existence. Ça bascule à ce moment-là. Et moi qui voulais être chauffeur de train, mais on m'avait refusé à la gare d'Argentan quand je suis allé les voir en terminale. Je dis voilà, je voudrais être chauffeur de train. Passe ton bac d'abord, fais ton service militaire, et puis reviens nous voir après. Je me suis dit, service militaire, pas tout de suite, quoi. J'avais un copain qui, lui, j'étais en première, il était en terminale, donc quand je suis rentré en terminale, lui, il est entré à l'université. Et puis, il était fils de petits paysans pauvres. Et je me suis dit, mais alors, l'université, ça existe. On peut être fils de pauvre et aller à l'université. Tu crois vraiment que je pourrais y aller? Il dit, mais oui, viens. Donc, comme la SNCF n'a pas voulu de moi, eh bien, je me suis dit, je vais à la fac, je vais faire philo, quoi. Ça a été un coup de foudre. Michel, quel âge aviez-vous quand vous êtes entré pour la première fois dans cette librairie? Il me semble que tu avais 13 ans. 73, 59, 60, ça fait 14 ans. Ouais. Ah bah, 13-14 ans. Ouais. 13 ans, je veux dire. J'étais... Oui, alors à l'époque, il y avait... Il y avait un radiateur là, et tu es posé ton cartable là. Oui, pour montrer que j'étais pas un voleur. Il allait voir Henri là-haut, là-bas, au bureau. Oui, c'est Mon vrai. mari avait son bureau là, tu allais là. Et après, tu passais par là avec l'échelle. Oui. La librairie est devenue un lieu de famille, presque. C'est ici que j'ai rencontré ma compagne il y a une trentaine d'années. Juste derrière, au pied de l'échelle. De chaque côté de l'échelle.
À 28 ans, Michel Onfray est victime d'un infarctus. Cet accident cardiaque, écrira-t-il, libéra des mondes, rendit possible un flux d'écriture dont je suis depuis le spectateur étonné. Son premier livre, publié aux éditions Grasset, Le ventre des philosophes, révélait un style et annonçait la couleur. Le premier mot de ce livre, c'est ce qui avait séduit mon directeur littéraire, Jean-Paul Antoven, c'était onaniste, pétomane et cannibale, virgule, Diogène, nanana, etc. Et il me dit, quand j'ai vu une phrase comme ça qui commençait, je me suis dit, ça commence bien, quoi. Et donc, il n'y avait pas le Sartre à l'époque, c'est ça? Et puis j'ai envoyé par la poste et j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Paul Antoven me disant: bonjour, Jean-Paul Antoven, directeur littéraire des éditions Grasset, j'ai reçu ce manuscrit, des choses très élogieuses, très gentilles, et il me dit: il faut qu'on se voit très vite. Après, j'ai fait sa connaissance. Il était à peu près exactement le même qu'aujourd'hui. Verriez-vous un quelconque inconvénient? M'a dit Jean-Paul avec sa langue fleurie, verriez-vous quelqu'un inconvénient à être publié dans la collection de Bernard? Alors je dis: mais Bernard qui? Bernard-Henri Lévy. Je dis: non. Et je savais pas ce qu'était la collection de Bernard. Et donc, je me souviens, je suis allé à la Fnac, et je suis allé voir la collection Figure, et je suis tombé sur, à l'époque, Le pénis et la démoralisation de l'Occident, de Kempf et Aron. Je me suis dit: bon, ça va, ça peut marcher. Je pensais que c'était un livre que Bernard-Henri Lévy n'aurait sûrement pas signé. Donc, c'est foucaldien. Donc, je dis oui. Moi, j'étais pas du tout au fait des histoires d'éditeurs. Après, il me dit: vous avez mis combien de temps à écrire ce livre-là? Donc, je lui dis 4 jours. Il me dit: ah. D'accord, ouais. Sous-entendu, bon, c'est pas lui qui l'a écrit. Et c'est un prête-nom. Il cache quelqu'un. On sait pas qui, quoi. Et il me fait parler de ma vie. Il me dit: bah, racontez-moi. Alors, évidemment, père ouvrier agricole, mère femme de ménage, la province, prof de philo dans un lycée technique, infarctus à 28 ans. Et il me dit: c'est du Zola, tout ça, c'est du Zola. Je dis: bah oui. Et puis il me teste pour savoir si vraiment j'ai fabriqué ça ou si. Puis il découvre que c'est vraiment moi, quoi. Il me dit: alors racontez ça. Et ça, c'est le coup de génie de Jean-Paul Antoven, le coup de génie éditorial. C'est-à-dire que c'est lui qui me fait faire une préface autobiographique. C'est un homme incroyablement entier. Je ne sais pas d'où ça lui vient, une espèce d'orgueil, mais au sens le plus noble du terme, et une sorte d'orgueil de sa souche. Il veut rester fidèle à la modestie de ses origines. Il la revendique. Non, je vous ai dit que c'était un ami merveilleux, incroyablement présent dans toutes les circonstances de la vie, et pas simplement avec moi, parce que je suis son éditeur, j'ai pu être témoin. Et donc, il a les défauts inévitablement qui vont avec ses qualités. Il y a chez lui de l'intransigeance. Il y a chez lui une sorte de raideur avec laquelle, à Paris, on passe beaucoup d'accommodements. Lui, non. On pourrait imaginer un Michel Onfray avec la même métaphysique, totalement odieux, désagréable et indifférent aux autres. Or, pas du tout. Ce garçon est bon. Il est bon. Il a un grand cœur, comme on dit. Et il a envie, au nom même de cet hédonisme dont il a fait sa doctrine, il a envie que l'on soit le plus heureux possible autour de lui. Ascèse, liberté, hédoniste. Hédoniste, j'espère que vous avez du temps. Hein. Encore une. J'avais mal... Ah oui, parce qu'en fait, 3. Oui, d'accord. Et direct, savoir. Savoir. Ève. C'est Cranach, ça? Oui.
Ascèse, c'est un bon mot, parce que, justement, ascèse et hédonisme, ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un grand malentendu sur la question de l'hédonisme, et tous mes adversaires, et ils sont nombreux, pour se dispenser d'avoir à me lire, parce que bon, c'est plus facile d'insulter sans avoir lu que de prendre le temps de lire au moins un livre, disent l'hédonisme, c'est le plaisir facile, c'est le consumérisme. Ça, c'est la caricature de l'hédonisme, parce que l'hédonisme est une ascèse. Je le dis en permanence quand je veux réduire l'hédonisme à une phrase. Je cite toujours Chamfort qui dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale ». Donc il y a jouir, d'accord, mais il y a faire jouir aussi. Il y a le souci du plaisir de l'autre. Donc c'est quand même l'hédonisme une éthique, une politique, une esthétique, etc. Et si l'hédonisme est une politique, elle a à voir avec la liberté. Les gens pensent que la liberté, c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je m'oppose à cette définition-là parce que je crois que la liberté, ça se construit, ça se fabrique avec soi et avec les autres. Et l'hédonisme est un art de la construction de la liberté, je crois, vraiment. Liberté et savoir, ça va ensemble, et avec notre amie Ève, parce que pour moi, c'est vraiment une héroïne. Elle invente le savoir, elle dit « moi, je veux savoir ». Alors qu'Adam se serait bien arrangé du reste, en disant « moi, je vais obéir ». Après tout, je n'ai pas besoin de savoir. Ève dit « moi, je veux savoir ». C'est la patronne des philosophes, je dirais, digne de ce nom. Un philosophe digne de ce nom, c'est quelqu'un qui veut savoir, qui veut comprendre, qui veut goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix. Bon, attendez, vous ne faites pas du tout comme je veux, mais ça fait rien. Oui, c'est comme ça. Rire, vous voyez, corps, révolte. Et puis encore un quatrième, voilà, un petit quatrième. Et Dieu. Ah. Et Montaigne. Il y a des choses à dire là aussi. Bon, Dieu, on lui a réglé son compte. C'est une fiction fabriquée par les hommes qui ne veulent pas consentir au fait qu'ils vont mourir bientôt et que quand ils vont mourir, il leur arrivera exactement la même chose que ce qui arrive à leur petit chat quand ils meurent, c'est-à-dire pourriture, décomposition, disparition. Donc la négation de ça, de cette vérité-là, qui est d'une immense cruauté, la négation de ça est la généalogie de Dieu. Il n'y a pas de Dieu parce qu'il n'y a que du corps. Ça, je crois que c'est aussi là-dessus que les choses se coupent dans l'histoire des idées. Les philosophes de Dieu, les philosophes du corps, ceux qui nous disent que il y a Dieu, il y a l'âme éternelle, immortelle, spirituelle, non constituée d'atomes. Et puis ceux qui nous disent non, il y a un corps, et un corps réel et véritable. Et Montaigne est le plus grand sur ce terrain-là, l'un des plus grands. Les Essais, c'est un livre magnifique. Magnifique. Et Montaigne nous raconte son corps. Et l'accident de cheval, le fameux accident de cheval, où il nous dit, bon ben voilà, quoi, je suis passé pas bien loin de la mort, donc j'ai compris ce qu'il faut faire. Et donc il faut se retirer du monde pour être mieux au monde, ou plus près de l'épicentre du monde, et à ce moment-là, il devient Montaigne. C'est-à-dire Michel de Montaigne qui a un accident de cheval, qui va, sur cette anecdote, construire les essais, une philosophie de l'art de vivre, de l'art de bien mourir, du fameux philosopher, c'est apprendre à mourir, la phrase de Cicéron qu'il réactive en plein XVIe siècle. Et je pense que Montaigne parle à tout le monde indistinctement. Et c'est ça qui est sidérant. La lenteur m'énerve. Elle m'ennuie, écorche ma patience et trouble mes rythmes. J'aime la vitesse, celle de la foudre et des éclairs, des éruptions volcaniques et des raz-de-marée, celle des fulgurances et des ravissements. La vitesse, c'est du temps qui concentre l'espace. Donc il y a un trajet qui peut être Sils Maria, Bergame, Venise. Bonjour. Bonjour Michel, ça va? Et vous? Je prépare mes vacances. Comment? Je prépare mes vacances. Non, je croyais que vous étiez perdu, mais un homme comme vous n'est pas perdu. À Paris, c'est toujours. À Paris, oui. Je vais vous montrer où vous êtes à Paris. C'est pas la carte de Paris? C'est l'Europe. Je fais un trajet nietzschéen, je prépare un trajet nietzschéen. Ah bon? Vous allez finir en Italie, alors, comme ça. C'est Italie du Nord, et en même temps, je cherchais l'endroit de Sils Maria sur la carte, mais je ne me souvenais plus exactement.
Ma première visite à Sils Maria s'était faite dans la neige, blanche jusqu'à la nausée, immensément blanche. En terre philosophique, voyager suppose quérir des traces, hanter des lieux, parcourir des paysages, solliciter l'âme et les mannes d'un penseur, lu, aimé, complice. Le philosophe le plus cher à son cœur, Nietzsche, a séjourné souvent à Sils Maria en Engadine. C'est là qu'il a trouvé le secret de l'éternel retour et donné naissance à Zarathustra. Sur les traces de Nietzsche, qui recherchait les lumières d'Italie, Michel Onfray se tourne vers Venise. Je me souviens encore du bruit de mes pas dans les ruelles, les petites places désertes. Je marchais pour des retrouvailles, comme lorsque l'on va vers un être aimé. Au détour d'un étroit canal, comme la barque de Charon, un gondolier passa. Arc-bouté sur sa rame, il fit avancer l'embarcation, ce long cercueil effilé, noir, au bec menaçant. L'île San Michele, l'île des morts. Le cimetière est comme un vaisseau ancré dans la lagune. Légèrement à l'écart, il est le pendant sombre de la Venise lumineuse et légère. Le cœur de Venise est nocturne, et la nuit est peuplée de songes avec lesquels se nourrissent les livres. Ce soir, c'est le rire de Démocrite, c'est le titre de la conférence de Michel Onfray. Et voilà, je suis heureux qu'il soit là, au Théâtre du Rond-Point. Et je vous demande de l'applaudir parce qu'il va rentrer sur scène. Voilà. Merci, cher Jean-Michel, pour votre hospitalité. Je suis très, très heureux de répondre à votre invitation parce que je viens de faire paraître mon 50e livre. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis traduit en 26 ou 27 langues et c'est la deuxième fois qu'on m'invite à Paris. Donc, la dernière fois, c'était il y a 3 ans et ça fait 19 ans que j'ai publié mon premier livre. C'est pas la dernière en ce qui concerne. C'est gentil. Donc je suis très heureux d'être là ce soir avec vous et très heureux de vous dire du bien d'un personnage que j'adore et qui est Démocrite, parce que je pense que, Jean-Michel le disait tout à l'heure, la question n'est pas de faire une analyse du rire, ce serait de toute façon quelque chose qui ne serait pas drôle, mais de penser la question du rire de résistance. Donc l'objet sera plutôt de savoir à quoi il faut résister aujourd'hui. Et il me semble que Démocrite nous a dit très tôt à quoi il fallait résister, comment il fallait s'y prendre, comment on pouvait fabriquer un grand rire de résistance. On peut dire de Démocrite qu'il invente le lignage du philosophe rebelle, du philosophe résistant. Alors pas forcément sur le terrain de la politique, parce que il n'y a pas de programme politique à proprement parler qui soit rebelle, révolutionnaire chez Démocrite, évidemment. Mais il y a une façon de proposer un rapport à soi, un rapport aux autres et un rapport au monde qui, à mon avis, est un rapport de résistance, qui consiste à dire que l'autonomie, au sens étymologique, c'est-à-dire le fait de faire sa propre loi, d'être à soi-même sa propre loi, le fait de ne dépendre de rien ni de personne, tout ça, c'est ce qui constitue la véritable sagesse. C'est une sagesse antique que je vous propose ce soir pour une sagesse postmoderne. Mais c'est pas tant comme... Oh, moi, je vais voter pour vous, moi. Oui, mais le problème, c'est que je me présente pas. Je sais, mais c'est dommage, parce que vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Moi aussi, je vous remercie pour ce moment formidable. Et dans les rires, vous avez oublié le rire de soi. Ah oui, bonne remarque. Oui. Il faut aussi savoir rire de soi. Oui. Je vous demandais votre prénom. Begbeti Kinkai NOU. En tout cas, c'était une soirée vraiment magnifique, très enrichissante. Ah, merci, madame. Merci. On en voudrait de nombreuses comme ça.
il faut se rebeller, il faut dire non. C'est un romantisme désespéré, parce que ça changera rien, mais au moins ça ne sera pas passé par moi. Au moins, moi, ma vie fait le témoin. Je témoigne dans ma vie que je n'aurais pas, me semble-t-il, contribué à l'exploitation, à la domination, à l'humiliation, à l'appauvrissement des autres ou à l'exploitation des individus. Je suis sûr de moi là-dessus. Donc, ma révolte, elle est contre les niches, qui sont les niches intellectuelles, qui sont les niches politiques, qui sont les niches médiatiques, les niches de pouvoir, ces petits mondes dans lesquels les gens se trouvent entre eux en disant « bon, allez ». On m'a fait plusieurs fois la proposition de dire « arrêtez d'être plus fils de pauvre », etc. Je dis « mais on ne cesse jamais de l'être, fils de pauvre ». Je dis fils de pauvre, je n'ai pas dit que j'étais pauvre moi-même, je dis simplement que fils de pauvre, je l'ai été, je le suis et je le serai toujours. Et je serai fidèle à ça. Parce qu'on dit « ouais, mais vous n'êtes plus de ce monde-là, venez dans notre monde ». Je dis « il est bien votre monde, probablement, pour certains, mais moi, il ne me plaît pas ». Et je n'ai pas envie de vivre non plus comme un pauvre, mais je vis dans une vie qui est la mienne et que j'ai construite, dans laquelle je suis du côté des pauvres, des oubliés, des sans-grade, des négligés, de tous ces gens-là. Et parce que ça me paraît viscéralement impossible de faire autrement. Voilà pourquoi je suis révolté. C'est une question de viscère. Donc je trouve que la révolte, l'individu n'exclut pas l'action collective, l'action communautaire, et que c'est même parce qu'on aura des individus qu'on pourra agir collectivement. Une communauté est possible, et moi je la crois philosophique, cette communauté. Et la communauté philosophique, c'est le titre d'un de mes livres, c'est le titre du livre que j'ai consacré au principe de l'université populaire. C'est la vieille machine épicurienne, c'est l'amitié qui mène le monde, c'est la danse des amis, enfin c'est tout ce qui rend possible des fabrications de micro-résistances, de micro-politiques, de couples différents, de groupes d'amis différents, d'associations différentes, de mouvements différents qui permettent de faire bouger les choses. L'université populaire de Caen est née parce que je me suis trouvé irrité de la présence de Le Pen au deuxième tour des présidentielles. Et puis aussi parce que j'étais déçu du comportement des intellectuels parisiens qui donnaient des leçons et appelaient à voter massivement Chirac. Je me suis donc dit, je démissionne de l'éducation nationale, je crée une université populaire. La culture, le savoir, ça sert à libérer, ça sert à penser, à se penser dans le monde. Et ça doit produire des effets. C'est une vraie aventure politique, au sens noble du terme. Bonsoir. Merci d'être là pour ce 128e cours de l'université. « 128e et dernier de l'année. C'est toujours un peu... mais il y aura l'an prochain, vous verrez. On aura 1000 choses à se dire encore l'année suivante. Donc c'est toujours très émouvant pour moi de terminer une année. Il y a toujours une espèce de performance intellectuelle attachée de faire une petite synthèse de l'année sans se répéter véritablement, tout en annonçant ce qui constituera les séances de l'année prochaine, sans déflorer, sans dévoiler, sans préciser pour autant, en expliquant, comme vous l'avez bien constaté, que tout ce qui a eu lieu depuis 6 années se tient, se renvoie. Vous verrez l'an prochain que le cours que nous avions jadis fait sur Épicure est utile pour comprendre la perspective de Nietzsche, la perspective nietzschéenne, la perspective du surhomme, et que tout finit par prendre sens. C'est une espèce de puzzle qui permet d'agencer les pièces pour qu'une figure finisse par apparaître, et nous déboucherons sur Nietzsche l'an prochain. Voilà pourquoi ce dernier cours s'appelle « Vers Nietzsche ». Donc voilà la chaîne de production de la contre-histoire de la philosophie, qui n'est pas aussi lisible que ça en temps normal, parce qu'il y en a plein partout. Sur le bureau, par terre, à mes pieds, il y a des piles que font tomber mon petit chat. Et on a ici l'œuvre complète d'une année, le XVIIe siècle, en l'occurrence. Des livres sûrs, là j'ai pas tout mis non plus parce qu'il aurait fallu une pile aussi importante. Les prises de notes, avec tout un rituel sur lequel je vais revenir, notes de lecture de l'œuvre complète. Donc je fabriquais des petites couvertures, la correspondance, j'ai fait un répertoire de l'éthique, la préface dans l'édition de la Pléiade, le court traité, l'éthique tout entière. Alors par exemple, quand on prend l'éthique tout entière, traité de la réforme de l'entendement, des chronologies, court traité de Dieu, les textes politiques, mais je refais des lectures et les lectures spécifiques à l'histoire à la contre-histoire de la philosophie, ce sont ces cahiers-là. Alors je suis très dans le rituel
C'est-à-dire, je prends des notes sur ces cahiers-là, j'écris sur des cahiers qui sont toujours de la même marque. Et donc voilà, encre violette, les titres de chapitres soit en vert, soit en rouge, avec les parties, etc. Sur le côté, en rouge, ce qui me permet de me repérer assez rapidement dans la prise de notes. Donc j'ouvre un dossier par année et je commence à travailler sur les chronologies pour tout me mettre en tête. Qui est né avant qui est mort tôt alors que l'autre aura fait un centenaire, comme Fontenelle par exemple. Quels sont les peintres de l'époque, les architectes, les musiciens. Je trouve qu'on ne peut pas comprendre l'architecture de l'éthique de Spinoza si on ne sait pas qui était musicien par exemple à cette époque-là. Donc ça, ce sont les notes prises pour l'année entière. Et quand j'ai pris mes notes, alors à ce moment-là, j'écris. Quand tout est prêt, c'est un petit peu comme une espèce de cocotte minute. On sent que c'est le moment, qu'il faut y aller. Et donc, j'ai toujours les mêmes cahiers, toujours le même rituel, avec le même stylo et la même encre noire. J'écris sur les pages de droite et rien sur les pages de gauche, sauf éventuellement les titres des paragraphes. Un jour, on m'a demandé combien de temps je consacrais à la préparation de mes cours. Je ne savais pas. Eh bien, j'ai découvert que je travaillais une trentaine d'heures pour préparer une séance. Une seule séance. Une séance, une trentaine d'heures de cours. Dactylographie, ensuite, après l'écriture. Et puis, le cours à proprement parler, qui suppose un synopsis. Et c'est là-dessus que je travaille quand je m'enferme une demi-heure avant le début de mon cours. Puisque quand j'arrive sur scène et que je pose mes papiers, je m'en sers pratiquement plus, puisque j'improvise mon cours. Et ça finit par donner ça un jour. Voilà. Et puis ça. Ensuite. Et puis ça, avec les éditions étrangères. Et puis voilà. Le premier cours est un moment d'émotion, le premier cours de l'année. C'est un moment d'émotion parce qu'on se dit, est-ce qu'ils seront là? C'est toujours un peu magique. Quand j'arrive sur scène, je regarde en me disant, bah oui, ils sont encore là. Et je les remercie un peu intérieurement, quoi, en me disant, c'est un vrai bonheur. Je m'installe, ça démarre, la mécanique est en place. Moi, je suis dans une logique de plaisir, tout ça est dans un bénévolat total. Tous les amis qui donnent des cours ne sont pas payés, moi je ne suis pas payé pour faire ça. Donc il faut que cette aventure soit vraiment dans l'énergie du don, de la fraternité, du partage, ce qui est de toute façon le principe de l'université populaire, puisqu'on l'a créé pour ça. Bien, bonsoir. Merci d'être là pour cette 7e année. Merci. Votre accueil me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureux de vous voir si nombreux, vraiment, ce soir, pour ce 129e cours. On a compté avec Dorothée, c'est-à-dire cette 7e année de l'Université populaire de Caen. Je pense que presque tout le monde est porteur de potentialités qui n'ont pas été suscitées ou sollicitées. Et ça me fait toujours un peu de peine, cet immense gâchis. Donc...
J'aimerais que chacun soit porteur d'un orgueil pour lui-même, qui consisterait pour chacun à faire un travail d'introspection à la Socrate, connais-toi toi-même, sache qui tu es. Je fais un lapsus avec Sartre parce que je pense que Sartre, avec la psychanalyse existentielle, nous a dit des choses intéressantes sur la construction d'une identité. Et je pense que quand on a la chance de se sentir porté, poussé pour une chose à faire. Chaque matin, quand je me mets à mon bureau, j'ai un vrai bonheur à travailler, à m'y mettre, à reprendre mes notes, à ne faire que ça, faire des conférences, à écrire, etc., mais à ne faire que ça. Il y a un vrai bonheur qui fait que quand on est fils de pauvre et qu'on se sent porté par cette espèce de destin qui nous hante et qui nous habite, il y a quelque chose qui s'apparente à de l'orgueil, je crois. Dans mon existence, il y eut quelques individus majeurs. Les doigts d'une main suffisent pour les compter. Monsieur Hervieux m'a appris le livre, la passion qu'on peut lui vouer et le bonheur qu'on lui doit toujours. À mon père, qui m'a montré, sans le savoir, ce que signifie vivre debout. À mon vieux coiffeur, le confident de mes premières pensées, quand j'étais enfant, puis adolescent. À mon vieux maître, professeur à l'université, qui m'a le premier tendu la main en m'invitant à passer de l'autre côté, là où s'écrivent les livres. À ma compagne, depuis plus de 30 ans, je sais de voir l'essentiel de ce qui me constitue aujourd'hui. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis. La vie philosophique se mène entre soi et soi. Elle se conduit à l'abri des regards indiscrets, dans le silence des promesses que chacun peut et doit se faire. Le corps pense, la chair écrit, l'œuvre laisse une trace et témoigne.